Yves Simoneau, bonjour. Bonjour. Je suis très, très, très honoré de vous avoir aujourd'hui. Mille merci d'accepter de faire cette interview. C'est vraiment un grand, grand, grand privilège et un grand honneur pour moi et je pense pour beaucoup, beaucoup de gens de vous voir. La première question que j'ai à vous poser, Monsieur Simoneau, c'est comment ce projet de Napoléon, cette formidable épopée que vous avez fait, qui est une source intarissable d'éléments historiques que vous avez apportés, comment est-ce que ce projet Napoléon est né, Monsieur Simoneau? Tout est parti d'un projet d'adaptation des romans de Max Gallo par le biais de Didier Decoing, qui est un grand scénariste, auteur français, qui a été engagé par Jean-Pierre Guérin, qui était de GMT. Donc, eux, leur idée était de faire toute la vie de Napoléon, ce qui était extrêmement ambitieux. Quand on connaît le personnage un peu, on s'aperçoit que c'était pas facile dès le départ de trouver les moyens de le faire. Donc, moi, je suis arrivé dans le décor, c'était déjà démarré, le projet était déjà démarré, mais ils n'avaient pas tout à fait les moyens de leurs ambitions et j'ai pu amener des partenaires américains dans l'affaire qui étaient très intrigués par le projet, mais qui voyaient le film, la série en français et qui se demandaient un peu comment est-ce qu'ils allaient pouvoir rejoindre leur public. Donc, le grand défi a été, dans un premier temps, d'essayer de raconter l'histoire au complet, l'histoire de toute la vie de Napoléon. Deuxièmement, de le faire dans les deux langues, le français et l'anglais. Alors, ça a été tout un processus parce que dans la première version du scénario que moi j'avais lu à l'époque, il y avait disons, l'ambition était plus restreinte, c'est-à-dire que les moyens n'étaient pas là, donc il fallait restreindre. Il n'y avait pas beaucoup de batailles, on n'allait pas à Sainte-Hélène, toute la campagne d'Égypte était escamotée, tout ça. Et moi, on ne peut pas parler de Napoléon sans parler de ces éléments-là, c'est trop important. Et l'arrivée des Américains était indispensable pour pouvoir le faire. Donc, ça demandait aux acteurs d'accepter le principe de jouer dans les deux langues, ce qui est très, très, très complexe pour n'importe qui, et surtout pour des gens qui ne sont pas nécessairement habitués à jouer en anglais. Je veux dire, Christian, Gérard. Bon, ce n'est pas le cas du côté de John Malkovich parce que lui, c'est un Américain, mais lui, c'était l'inverse. Il fallait qu'il joue en français. Alors, dans ce cas-là, ça a été comme chacun des acteurs avait à trouver la façon de faire pour interpréter le personnage dans les deux langues. Et une fois qu'on a accepté le principe, que les acteurs ont été, disons, convaincus que c'était la seule façon de pouvoir raconter cette histoire-là, tout le monde s'est mis à travailler sur l'approche du tournage qui devait se faire. Bon, on faisait une prise ou deux en français et on faisait une prise ou deux en anglais. Tous les plans ont été faits dans les deux langues, excepté pour des plans de bataille, évidemment. Et ça a donné une visibilité à la série extraordinaire. Le monde entier a accès à l'histoire de Napoléon, que ce soit en anglais ou en français. Et le film ne cesse d'être présenté à tous les ans, un peu partout. Il a fait le tour du monde, continue de le faire. Et ça, c'est en grande partie dû au fait qu'on a pu le faire dans les deux langues. Ce qui était obligatoire, parce qu'on n'aurait pas pu avoir le budget nécessaire pour raconter l'histoire de l'école de Brienne jusqu'à Sainte-Hélène. Un homme qui a changé les frontières de l'Europe, je ne sais pas, 7 fois. Ça demande un peu d'envergure en termes de moyens pour le faire. On a tourné 120 jours sur 6-7 pays. On avait une équipe extraordinaire, il faut le dire, des gens qui étaient absolument de très haut calibre, qui connaissaient très, très bien le sujet et qui se sont donnés entièrement à l'aventure. Je pense, bon, évidemment, il y avait Jean-Pierre Guérin qui était le producteur là-dessus, Didier qui était le scénariste, mais aussi Guy Dufaux, directeur photo, Larocque au costume, Langlois au montage. C'était une équipe absolument extraordinaire à la hauteur des ambitions du projet. Donc ça vous donne une idée un peu du départ. Ça a été comme ça dès le départ. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a démarré le truc en disant, bon, on disait, on ne peut pas aller à Sainte-Hélène, il n'y a pas d'aéroport. Et puis, on ne pourra probablement pas faire l'Égypte parce que c'est trop coûteux, etc. Et pendant le tournage, on s'est dit, bon, on démarre, on verra. Et pendant le tournage, il y avait le producteur exécutif qui s'appelait Marc Vadé, un type absolument génial,
Et on se tenait en contact régulièrement. Tous les midis, on se parlait. Puis je lui demandais combien ça coûterait d'aller en Égypte. Il me fait un prix. Je dis, ça représente combien de figurants? On était en Hongrie en train de faire les grandes batailles. Et on réussissait tous les jours à diminuer le nombre de figurants. Et au bout d'une semaine, il me dit, on a l'Égypte. Et donc, on a pu, à travers la production elle-même, trouver des moyens de garder l'envergure du projet, d'augmenter même l'envergure du projet. Et quand est venu le temps d'évaluer Sainte-Hélène, encore une fois, Marc Vallée me dit, écoute, on pourrait prendre un bateau de Cape Town pour se rendre directement à Sainte-Hélène, et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a tout l'équipement qui est allé pour la campagne d'Égypte, au Maroc. On l'a gardé dans un conteneur. Ça a été envoyé en Afrique du Sud. De l'Afrique du Sud, ça s'était mis sur un bateau. Pendant 5 jours, on a traversé. Et là-bas, on a tourné à Sainte-Hélène. Mais on avait la possibilité d'amener seulement 10 ou 12 personnes. Donc, chaque membre d'équipe, alors quand j'ai rassemblé l'équipe, je disais, on ne peut pas amener tout le monde. Chaque membre d'équipe va devoir faire 2 ou 3 jobs. Donc, qui est intéressé? Tout le monde a levé la main, évidemment. Mais je me suis retrouvé avec des gens qui ont fait à la fois les mécanos, la direction photo, les costumes, etc. Donc, ça a été une expérience non seulement, je dirais, cinématographique, mais ça a été une expérience aussi humaine pour tout le monde qui a travaillé sur ce plateau. Parce qu'à chaque fois, il y avait comme un défi immense. On partait d'un pays, on allait dans un autre pays et continuons comme ça. En fait, on est même allé au Canada faire toute la campagne de Russie, la retraite de Russie. Il y avait une ambition à la hauteur du personnage, si je puis dire. Un des plus grands coups de génie de cette magnifique épopée cinématographique, même si on appelle ça une TV series, un téléfilm, pour moi, c'était vraiment un chef-d'œuvre cinématographique, et je pèse vraiment mes mots, M. Simoneau. Un des plus grands génies de cette merveilleuse aventure était d'avoir Christian Clavier dans le rôle de Napoléon, à savoir que Christian Clavier, un des acteurs les plus favoris des Français, dans la lignée directe de Louis de Funès, de Bourvil, de tous ces grands maîtres, on l'a vu surtout dans le répertoire dit comique, populaire, etc., qui est mon meilleur répertoire au monde, bien entendu. Comment le rôle de Christian est né, c'est-à-dire l'arrivée de Christian, le choix de Christian Clavier dans le rôle de Napoléon est-il né? Alors, Christian avait déjà été approché pour faire le rôle parce que l'équipe qui avait fait Les Misérables était à peu près la même qui s'en allait vers le projet de Napoléon. Donc, il y avait Jean-Pierre Guérin de GMT, il y avait Gérard Depardieu, et puis évidemment, il y avait Christian là-dedans. La grande question à l'époque était pas de savoir s'il avait le talent pour le faire, ça c'était clair, c'est un grand acteur, mais c'était jusqu'à quel point il serait capable d'être confortable en anglais, d'être capable d'interpréter ce personnage aussi riche et complexe dans une autre langue qu'il ne maîtrisait pas vraiment. Et ça, c'était ma grande question, et j'étais très honnête avec lui dès le départ parce que j'ai dit, ça prend les Américains dans le décor pour faire le projet de cette envergure-là. Et pour ça, il va falloir tous le faire en anglais. Alors, ce qu'on a fait, et ça a été une soirée mémorable, on est allé dans un resto, on a fermé un petit salon, et le défi était que toute la soirée allait se passer en anglais et que j'allais pouvoir mesurer sa capacité de jouer en anglais, de performer en anglais, d'être naturel en anglais, etc. Et à la fin de la soirée, c'était clair qu'il y avait du travail à faire, c'était pas facile, mais qu'il y avait tellement d'énergie, il y avait tellement de passion qu'on allait y arriver. Et moi, j'ai vu un acteur travailler sur cette difficulté de passer d'une langue à l'autre dans une scène compliquée, à chaque fois compliquée, jamais simple. J'ai vu un acteur travailler d'arrache-pied du matin au soir. C'était assez fantastique de voir la passion de cet acteur et sa capacité de donner au personnage tout ce qu'il pouvait et au bout de la ligne de réussir. Il a réussi. Alors, je ne sais pas si vous pouvez vous mettre dans le contexte. On fait une prise et donc il y a
tout le processus de l'acteur de se mettre dans le personnage, etc., l'émotion. Et là, quand on a réussi à le faire, c'est déjà quelque chose. Mais en plus, il faut recommencer dans un autre univers qui est l'univers anglophone. Donc là, ça, c'est très complexe. Alors, on a développé des trucs avec Christian. On disait, bon, avec quoi est-ce que tu veux commencer? Tu commences avec l'anglais? Ou... Et il répétait dans la voiture en direction vers le plateau. Il répétait il y avait un coach, Vernis, qui l'aidait à prendre l'anglais à bras-le-corps. Et il décidait s'il allait commencer en anglais ou en français. Donc, au niveau créatif, il faut lever notre chapeau à Christian parce que non seulement il était très, très bon en français, mais je veux dire, il a été absolument parfait en anglais à un point tel que dans le contrat, il était écrit qu'on pouvait doubler le personnage, si toutefois ça ne fonctionnerait pas. Si on arrive au bout de la ligne, si on s'aperçoit qu'il y a un problème réel, il fallait être clair sur le contrat, de dire bon, on pourra arriver à faire ça. Et ça, c'est une demande des Américains. Et quand j'ai présenté la série aux Américains, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous souhaitez qu'on. Et c'était comme si j'étais un extraterrestre. Absolument pas. Il est parfait. On veut garder sa voix telle quelle. Donc, ça, c'était un grand compliment à Christian, à son talent, parce que c'était pas évident pour lui. Il n'était pas bilingue parfait. Il n'avait pas joué en anglais de façon régulière, à ma connaissance. Je pense qu'il n'avait jamais joué en anglais. Et il a réussi à tirer son épingle du jeu, non seulement sur une série immense, mais sur un personnage aussi complexe que celui-là. Les Américains ont adoré sa performance. Ça a été un gros carton ils l'ont présenté plusieurs fois sur A&E, sur History, ça ne finissait plus. Ils m'ont demandé de faire 3 versions du film tellement qu'ils voulaient le mettre à peu près partout. C'est ce que j'ai fait. On a fait une version de 4 heures, 6 heures, 8 heures. Et à chaque fois, c'était la version originale de Christian qui était utilisée. On n'a pas fait de doublage sur aucun des personnages. Comment est-ce qu'on dirige un acteur tel que Christian Clavier dans un rôle aussi iconique, aussi légendaire que celui de Napoléon? Quel a été votre travail en tant que réalisateur dans le fait de diriger Napoléon lui-même, qui en soi, et rien que de le dire, ça fait bizarre, de diriger Napoléon, parce que c'est le plus grand, justement, stratège, je pense, qui a jamais existé. Et quelle a été votre relation avec Monsieur Clavier par rapport à la direction d'acteur que vous aviez sur le tournage, mais aussi en amont, en préparation, Monsieur Simoneau? Ce qui fait la différence entre un acteur ordinaire et un acteur extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, et ça c'est ce que je souhaite tous les réalisateurs, l'acteur va en savoir plus sur le personnage que le réalisateur. À un moment donné, il prend le dessus. Et le rôle du réalisateur à ce moment-là, c'est d'être un observateur, d'être certain que tout ce qui est fait est en concordance avec la ligne dramatique qu'on a dessinée, avec la dynamique de la scène, etc., mais de laisser l'acteur habiter le personnage. Et c'est ce qui s'est passé avec Christian. Il habitait tellement le personnage, je veux dire, il buvait le même vin que Napoléon prenait. Il avait une connexion avec le personnage qui était absolue. Donc, dans un cas comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on reste un peu en recul et on observe et on guide quand c'est nécessaire. Et plus souvent qu'autrement, c'est pas nécessaire. Ce qu'il faut faire, c'est l'aider au niveau de la géographie, par exemple, de la scène. Ça, c'est important de lui dire qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va aller. Une fois que ça s'est intégré, la courbe dramatique, elle a été identifiée dans la préparation. On sait où est le personnage dans sa courbe, parce que comme les scènes sont tournées dans le désordre, il faut être capable de toujours bien se situer par rapport à la courbe dramatique, le point sur lequel on s'est arrêté dans la courbe. Ça, c'est le travail du réalisateur pour aider l'acteur à bien se situer sans avoir à perdre la connexion qu'il a avec le personnage. Et c'est ce qui s'est passé avec Christian. Il habitait le personnage à un point tel qu'il est devenu Napoléon à un moment donné. C'était quand même, il mettait le costume. Et il arrivait sur le plateau, il était Napoléon. Il n'y avait pas de doute dans la tête des gens, il y avait tout ce qu'il fallait au niveau de l'environnement aussi. On était dans des décors fabuleux. Je veux dire, on a tourné à Versailles, on a tourné dans l'édifice
la Légion d'honneur. Ça a été extraordinaire au niveau de l'environnement. Donc, un acteur qui a le costume, qui a l'environnement et qui a fait le travail de départ, tout à coup, avec le talent qu'il a, habite le personnage. Et le travail du réalisateur, c'est d'être à la bonne place au bon moment, de bien capter la performance. Et c'est ce que j'ai essayé de faire tout le long avec lui, avec les autres aussi, mais principalement avec le personnage de Napoléon, puisque c'était lui qui portait la série de A à Z. Je pense qu'il est dans tous les plans, si je ne me trompe pas. En tout cas, il est presque dans tous les plans. Donc, imaginez la responsabilité d'un acteur. Wow. Et d'autant que votre film, je continue à l'appeler film, vous voyez, montre, montre vraiment aussi Napoléon dans son intimité. Oui. Parce que il y a Napoléon, les discours de Napoléon, on voit le stratège, on voit le communicant, on voit tout ça. Mais lorsqu'on lit, par exemple, la correspondance de Napoléon à Joséphine, on découvre un autre homme. Et j'ai trouvé justement que de mémoire, je n'ai jamais vu un film qui traitait de Napoléon, qui montrait le stratège, et puis l'ambitieux Napoléon, mais aussi Napoléon l'amoureux, Napoléon presque l'amoureux enfant, si je peux me permettre, une façon, mais tu devais m'appeler, tu m'as pas appelé, enfin, tu devais m'écrire, tu m'as pas écrit. Alors, pourquoi tu m'écris pas? Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 3 jours? C'est ce qu'il y avait dans ces correspondances. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitiez montrer également dans votre chef-d'œuvre? La beauté d'une mini-série, c'est qu'on peut toucher les personnages de plusieurs angles. On n'est pas restreint. Par exemple, un film qui dure 2 heures, 3 heures, c'est déjà long, mais bon, nous, on avait quand même 8 heures. Et ça veut dire que ça donne de l'espace, non seulement pour couvrir plusieurs années de la vie d'un personnage, mais aussi plusieurs aspects du personnage, dont l'intimité dont vous parlez. Ça a été, c'est un cadeau dans une mini-série de pouvoir faire ça pour quelqu'un pour un personnage comme Napoléon. C'est assez rare dans l'histoire de l'humanité qu'un personnage rencontre les moyens de sa vision. Et c'est le cas de Napoléon. Il avait une vision, mais il a eu les moyens pour y arriver. Et ça, c'est souvent ce qu'on retient. Mais par contre, il y a derrière l'homme. Il y a toujours l'homme derrière, et avec ses faiblesses, avec ses désirs, avec ses... Bon, etc. Donc, et ça, c'est important de le montrer aussi quand on peut le faire. Et c'est ce on avait la possibilité de faire avec la série. C'est toujours un plus. C'est toujours un plus. Surtout pour ceux qui aiment Napoléon, oui, mais aussi pour ceux qui ne le connaissent pas vraiment. Parce que c'est drôle, on a eu une rencontre à un moment donné, parce que je voulais avoir des opinions d'historiens sur la série. Et il y avait une table, il y avait d'un côté les historiens, je vais dire de gauche, puis de l'autre côté les historiens de droite. Et donc, il y avait ceux qui admiraient Bonaparte et ceux qui admiraient Napoléon. Donc, tout ça pour vous dire que la combinaison se fait à travers l'homme, à travers les bons, les mauvais côtés de chaque aspect de ce personnage. Et ça m'a beaucoup appris et ça enrichit beaucoup la façon de regarder, de tourner, d'écrire le personnage. Ah, c'est très important ce que vous venez de dire, ceux qui aimaient Napoléon, ceux qui aimaient Bonaparte. J'ai jamais entendu ça. Et c'est vrai que c'est vraiment du génie. Euh, une des scènes pour moi que vous avez filmées qui illustre parfaitement le personnage de Napoléon, ça n'a jamais été filmé du tout et certainement pas comme ça. C'est un moment où vous êtes un petit peu comme ça sur le côté. Ça se passe à la campagne d'Italie. Il me semble que c'est la campagne d'Italie où il avance. Ils sont dans les bois, dans la forêt, Ah oui, oui. Oui. et il avance comme ça. Et à un moment, il y en a un qui se fait tirer. Il s'arrête. Il compte Ouais. 1, 2 et il repart. Il y en a un qui se fait tirer. On s'abaisse. 1, 2 et on repart. C'est pour moi ce plan-là, il illustre parfaitement le personnage de Napoléon, à savoir, ok, attention, ok, et on repart et on avance, mais toujours déterminer ce charisme à l'écran, la façon dont vous l'avez filmé, on a l'impression presque c'est, pardonnez ma naïveté, mais presque immersif au sein de la bataille. Enfin, moi, quand je le voyais, on avait l'impression d'être dans la bataille. Alors, il y a par exemple, des films extraordinaires napoléoniens qui sont filmés de tout en haut, vous voyez, de l'hélicoptère, etc. Mais de mémoire aussi immersif,
je ne m'en souviens pas du tout. Est-ce que c'était une volonté de votre part de aussi pénétrer, si je peux me permettre, la caméra vraiment au plus près, au point de voir presque les sueurs de Napoléon et d'entendre son cœur battre? Alors, la scène dont vous parlez, je pense que c'est le pont d'Arcole. Et c'est une scène importante pour le personnage parce qu'il va se mettre en avant. Et alors que tout le monde, tous ces soldats pensaient qu'ils étaient déjà battus avant de commencer, il va faire l'inverse, il va se mettre devant. Et ce que vous décrivez, la façon visuellement de raconter cette histoire-là est toujours centrée autour du personnage. C'est tout le temps lui qui était le pilier central. Il ne fallait jamais perdre ça de vue. Ce qui fait que vous allez voir, si vous regardez la série encore une fois, vous allez voir, il y a beaucoup de plans rapprochés. Il y a beaucoup de... On est avec lui, on est proche de lui, jusqu'à la toute fin d'ailleurs. Parmi les scènes que j'aime le plus, moi, c'est à Sainte-Hélène où il se désagrège tranquillement, il va mourir, etc. Et il y avait deux écoles de pensée, encore une fois. Ceux qui disent qu'il a été empoisonné, ceux qui disent qu'il n'a pas été empoisonné. Et on me demandait de prendre position. Et je ne trouvais pas ça tout à fait juste pour moi de le faire parce que les deux écoles de pensée sont valables. C'est-à-dire qu'on peut dire, oui, dans sa famille, il y a eu le cancer, etc. Mais en même temps, oui, on pense qu'il a été empoisonné, etc. Et je ne voulais pas trancher sans savoir. On ne peut pas le savoir d'une façon exacte ou parfaite. Les deux arguments se tiennent. Et j'ai été confronté aux deux. Les gens me prenaient à part en disant, Yves, on a fait l'analyse des cheveux. Oh, non, Yves. Et bon, c'est dans les bouteilles de vin, etc. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre sa propre voix, et donc son intimité. Ce que vous déclarez, ce que vous décrivez dans le pont d'Arcole, c'est aussi ce qui se passe à la fin. Il dit, il m'empoisonne. C'est lui qui le dit. Donc, je n'ai pas besoin de prendre position. C'est l'empereur qui donne cette information-là. Et c'est ce qu'il a donné à ses biographes. Ils veulent ma mort. Okay? Donc, dans ce sens-là, il fallait tout le temps essayer de préserver l'intégrité du personnage, quelle que soit la situation, le pont d'Arcole, la mort ou peu importe, sans nécessairement juger en tant que réalisateur, en tout cas en tant qu'auteur de la série, prendre position d'un côté ou de l'autre. Je trouvais ça important de garder une observation, un point d'observation qui soit intéressant pour les deux philosophies, les deux hypothèses. Que pouvez-vous nous dire sur la prestation de Christian Clavier, au risque de vous répéter encore un peu? Ce qui est extraordinaire dans la prestation de Christian, c'est qu'il a d'abord réussi à faire oublier les autres personnages comiques qu'il avait interprétés avant, qui étaient très, très forts dans la tête des gens. Donc, il a réussi à effacer cet historique de ces interprétations et il a réussi à incarner un Napoléon qui était un Napoléon définitif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a joué Napoléon, c'était Christian. On ne disait pas c'était un autre acteur qui a joué dans tel autre film, c'était Christian. Je sais qu'il y a eu des hésitations par rapport au choix de Christian pour interpréter Napoléon à cause de son répertoire qui précédait celui de l'interprétation de Napoléon. Mais une fois que les gens ont vu son interprétation, c'était complètement évacué, ce doute, parce qu'il a transcendé ça et il a incarné un personnage assez fort pour qu'il devienne l'image qu'on a de Napoléon. Une fois qu'on a vu la série, Napoléon, c'est lui. Aussi simple que ça. Donc, dans ce sens-là, c'est la marque d'un très grand acteur, mais c'est aussi la marque d'un grand acteur qui est passionné par son sujet, mais d'une manière exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on voyait bien qu'il voulait absolument traduire ce personnage-là d'une manière parfaite. Et il a fait tous les efforts qu'il fallait pour ça. Ce n'était pas un travail pour lui. C'était vraiment une vocation. C'est comme s'il avait été, il était né pour jouer ce personnage. Et il y avait toutes sortes d'images qui lui revenaient, dont il me parlait. Il me disait, quand j'étais jeune, mon père m'avait amené aux Invalides.
pour visiter le mausolée, tout ça. Et puis, c'est une histoire qu'il a avec lui depuis longtemps. C'est pas nouveau. Donc, je pense que, encore une fois, comme Napoléon, sa vision rencontre ses moyens, dans ce cas-ci, c'est un acteur qui rencontre son personnage, si je puis dire. Il y a un parallèle à quelque part. Merci. Et enfin, pour terminer, quels sont vos meilleurs souvenirs ou anecdotes sur cette très, très belle aventure? Alors, les meilleurs souvenirs, il y en a tellement. Je pense que Sainte-Hélène est un grand souvenir parce qu'on était dans la maison où il est mort, d'une part. Et la personne qui s'occupait de cette maison a restauré selon les plans dessinés par Napoléon lui-même. C'était comme, il y avait là un investissement personnel qui correspondait à tout ce qu'on avait fait dans le film, et c'était à la fin. Donc, il y avait un beau souvenir au niveau de Napoléon, au niveau de l'île Sainte-Hélène où Napoléon est mort. Mais l'anecdote la plus drôle pour moi, c'est le premier plan du tournage. Le premier plan du tournage, on était à Compiègne. Et c'est important pour moi de lancer le message à tout le monde, à toute l'équipe, que ça serait un tournage, un gros tournage. Ça serait pas un truc de télévision, ça serait un gros tournage. Et donc, c'est une grue avec un cheval qui arrive à 100 000 à l'heure, qui rentre, et puis le cavalier saute de son cheval, monte les escaliers pour aller porter la nouvelle qu'ils se sont fait envahir, etc. Donc, la grue descend comme ça, suit le cavalier, rentre dans le château avec lui, monte juste l'escalier. Et là, on fait une prise. La prise 6, le producteur Jean-Pierre vient me voir, il me dit, tu sais, c'est de la télévision qu'on fait. Et ça m'a fait rire parce que je comprenais ce qu'il disait, j'avais bien compris, mais en même temps, je trouvais que c'était important de lancer le message à toute l'équipe que ce qu'on faisait était d'un autre niveau. Ce n'était pas la télévision traditionnelle. On était en train de faire un personnage grandiose, il fallait faire quelque chose de grandiose. Donc, cette anecdote-là se reproduit. On pourrait la nommer à plusieurs étapes où on pensait tout le temps que quand on commençait la journée, on la finirait jamais. Parce que c'était tellement ambitieux à chaque fois. Et pourtant, on y est arrivé, on n'est pas allé, on n'a pas dépassé nos horaires, on a même ajouté pendant le tournage, comme je disais, l'Égypte, Sainte-Hélène, tout ça, on a réussi à ajouter des éléments grâce à, je dirais, l'inventivité de l'équipe qui était là, qui souhaitait vraiment raconter cette histoire sans compromis, comme l'était le personnage, sans compromis. Moi, je pense un des moments les plus durs, je crois, d'ailleurs, je crois que le film démarre par ça, où il est assis à Sainte-Hélène et il y a un rat qui passe Oui, sur son pied ou à côté. Et je me suis oui, plus le mot exact, mais il disait avant, toute l'Europe tremblait contre oui, moi. Aujourd'hui, même un rat n'a pas peur de moi. Moi, j'aurais vu oui. un rat, je crois que j'aurais couru j'aurais Alors, traversé l'Afrique jusqu'à Paris tellement j'aurais eu peur. l'histoire de ce rat est drôle parce que c'est un rat qui est. Bon, on a tourné cette scène en Tchéquie. Pardon, on a tourné cette scène cette scène en Tchéquie et le type qui s'occupait des animaux vient me voir et me dit est-ce que vous voulez que le rat marche vite, pas trop vite ou très lentement? Il avait trois rats qu'il pouvait. Il pouvait organiser de telle sorte que le rat allait aller plus vite ou moins vite. Et le, la scène commence la première partie de la scène commence en Tchéquie et la deuxième partie, elle a été tournée au Canada dans un décor. Donc, il fallait que le rat soit compatible. Je ne sais pas si vous me suivez là. Je n'ai pas amené le rat là-bas. Donc, ça faisait partie un peu des petites choses à faire fonctionner d'un pays à l'autre. On s'est fait faire une veste avec tous les pays où on a tourné, et je pense qu'il y en a 7, 8. Et dans le film, quand vous regardez, il y a des plans, par exemple, Napoléon est sur son cheval, il va parler à Malkovich, Talleyrand, et John n'était pas disponible, il n'était pas encore arrivé, donc les plans ont été tournés dans un pays et les Rivers dans un autre pays. Donc, et tout ça, c'est complètement fluide dans le film. On ne se sent pas ballotté d'un côté ou de l'autre. Et ça fait partie de la magie de ce qui s'est passé pendant ce tournage, où on faisait attention à tous les détails. Tous les détails. Richard Cunin, qui est le directeur artistique, j'avais un système d'étoiles avec lui quand on visitait les locations. Je disais, 3 étoiles, c'est parfait. 2 étoiles, il y a du travail à faire. 1 étoile, mais il y a beaucoup de travail à faire. 0 étoile, on ne tourne pas ici. Et donc,
c'était très simple au niveau de l'efficacité parce qu'on rentrait dans une plaine, 2 étoiles, 1 étoile, 3 étoiles, pas d'étoiles. Et une fois que ce système a été mis en place, au début, c'était pas. En France, on ne fonctionne pas comme en Amérique, donc c'était plutôt. Ils ne voulaient pas me dire, etc. Je disais, non, on va y aller avec le système des étoiles, tu vois, ça va bien aller. Et on a réussi à faire une sélection de locations absolument transparente en termes de joints, si vous voulez, entre un morceau ou l'autre, et ça ne paraît pas du tout. Donc, oui, le rat fait partie de ces petits détails qui font que le film fonctionne ou pas. C'est ça l'idée. Oh, J'aime bien la scène de la mort aussi. Quand il dit tête armée, tous ces petits moments magiques qui nous restent, et avec le majordome qui recule et qui recule et qui recule sans vouloir jamais tourner le dos à Napoléon. Tout ça c'est des petits détails importants qui démontrent un peu ce que ce personnage nous a laissé comme souvenir. J'imagine déjà faire un film, le travail colossal que c'est. Je ne peux même pas imaginer le nombre pour avoir 5 minutes, mais bien tel que vous les avez faites. Tout ce que vous avez fait, des 8 heures que vous avez, il n'y a pas une minute à jeter. Je veux dire, c'est absolument extraordinaire. Même les teasers qui avaient été faits, où la caméra, elle avance comme ça, Christian, il est là, et il y a les soldats qui lui marchent, sur le côté, et qui se rapprochent comme ça. J'ai trouvé que c'était du génie, quoi. Même au niveau, parce que c'est en 2002, c'est ça. C'est même à cette époque d'apporter ces idées-là, c'était absolument extraordinaire. Les teasers, tout ça, c'était quelque chose qui n'était pas encore si commun que ça. Alors, mon cher Yves, Christian vous regarde maintenant. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Écoute, Christian, il faut qu'on aille encore une fois manger dans cette petite salle fermée et cette fois, on parlera en français pour profiter un peu de tous ces beaux souvenirs qu'on a partagés ensemble. Je te remercie de la performance que tu as fait, Christian, c'est inoubliable. Bonne suite. Et nous, on n'est pas prêt d'oublier et je vous annonce officiellement qu'avec ou sans votre accord, Yves, avec ou sans votre accord, à la prochaine édition du festival, vous serez notre invité. Avec ou sans votre accord. D'accord, je suis là. Je serai là comme un seul homme. Et on montrera exclusivement tous les épisodes de cette formidable série, parce que ces épisodes, comme je vous dis, que l'écran est presque, on est presque bridé quelque part. Vraiment, pour moi, des images qui ont besoin d'être vues dans le grand cinéma et à Paris. Et pour la prochaine édition, qui aura lieu en principe en janvier 2023, je peux vous dire que vous serez notre invité. Vous nous raconterez toutes vos belles anecdotes. On fera un très beau Q&A et on montrera également tous ces épisodes à la suite. Et je suis certain qu'on fera une petite heure de pause pour le déjeuner, vous inquiétez pas. Mais on les montrera parce que c'est un mélange extraordinaire que vous avez fait. Et en tant que fan de Napoléon, en tant qu'amoureux de l'histoire de France, des valeurs de la République française, de cinéma, de toutes ces grandes performances, je vous dis vraiment merci au nom de millions de fans qui ont adoré votre travail, qui vous suivent, que ce soit dans vos autres aussi aventures. Mais vraiment, je vous dis merci. Vous voyez, j'ai les deux mains comme ça. Je m'adressais. Non, mais vraiment, je vous remercie parce que ce que vous avez fait n'a fait qu'embellir encore le bonheur des gens qu'ils ont lorsqu'on leur parle de Napoléon. Et je vous dis, il y a jamais eu, il y a eu Abel Gance qui a fait son Napoléon, mais ce n'est pas la même chose, c'est vraiment pas la même chose. Mais de ce que vous avez fait, il n'y a jamais rien eu qui arrive à la cheville de ça, et je pense qu'il n'y aura jamais, même au-dessus de ça, ou même proche de ça. C'est impossible d'avoir traité tout ce Napoléon dans toute son époque. Donc, un grand merci et qu'un grand monsieur comme vous veuille bien me donner de votre temps pour cette interview. C'est vraiment un grand cadeau. Voilà. Ça me fait plaisir et puis on se dit à la prochaine peut-être. À la prochaine, avec grand plaisir. Merci, Simono. Au revoir.